Région du Beaujolais. Dans le village tranquille de Chazet-d'Azergues, un petit bourg de 4000 habitants. C'est dans ce décor paisible que vit Éric Boisseron, un visiteur médical respecté dans sa communauté. Ce mardi 11 octobre 2005, Éric rentre chez lui en fin d'après-midi. Il est environ 17 heures quand il gare sa voiture près de l'entrée. En arrivant, il remarque quelque chose qui attire son attention. La voiture de sa fille Marine, une Opel Corsa, est garée devant la maison. Elle est là, Marine est à la maison. Une pensée qui le rassure momentanément. La journée se déroule comme une autre. Rien ne laisse présager la tragédie qui va bientôt se dévoiler. Éric rentre dans la maison, mais il n'entend pas de bruit venant du salon. La télévision est allumée, mais Marine ne semble pas être là, à regarder comme d'habitude. Sans inquiétude immédiate, Éric l'appelle, pensant qu'elle est peut-être dans sa chambre. « Marine ?» Mais ce n'est pas la réponse qu'il attendait. Une voix lui répond, mais ce n'est pas Marine qui se trouve dans le salon. En avançant dans la pièce, Éric fait une découverte qui va bouleverser sa vie à jamais. Derrière le canapé, là où l'on s'attendrait à voir sa fille, il découvre une scène d'horreur. Une mare de sang, un spectacle qui glace le sang. Marine, 20 ans, étudiante, est allongée sur le dos, le regard vide, les yeux fixés dans le vide. Elle ne respire plus. Elle a perdu une quantité incroyable de sang. Le cœur d'Éric s'arrête un instant. Une scène terrifiante. Une scène d'une violence insoutenable. Il n'ose pas imaginer ce qui a bien pu se passer. Le choc est total. À cet instant, il ne sait plus quoi penser. Il est pris de panique. Il se précipite pour appeler à l'aide, mais le téléphone de la maison semble introuvable. Il fouille partout, mais impossible de mettre la main sur le combiné. Paniqué, il se tourne alors vers son propre téléphone portable et compose le numéro de son ami, le docteur Jean-Pierre Micol. Les mots sortent de sa bouche précipitamment. « Viens vite, Marine est dans une mare de sang, dépêche-toi !» C'est à 17h02 exactement que Jean-Pierre reçoit l'appel. Très rapidement, il alerte son associé, le docteur Estanoff. Jean-Pierre, surmonté par la gravité de la situation, court vers la maison des Boisserons. Mais il n'est pas le seul à réagir aussi vite. Le docteur Estanoff, médecin des sapeurs-pompiers, prend immédiatement la décision de se rendre sur les lieux. En tant qu'urgentiste, il n'a pas une seconde à perdre. S'il y a urgence, il sait qu'il faut agir vite, très vite. Il connaît bien ce petit village et sait précisément où se trouve la maison des Boisserons. En moins de 3 minutes, il est garé dans le jardin, à quelques pas de la porte. Là, il croise Jean-Pierre et Éric qui sortent, les visages marqués par l'effroi. Jean-Pierre lui lance d'une voix faible « C'est fini, c'est Marine !» C'est tout. Une phrase qui résonne comme un couperet. À 17h08, Estanoff entre enfin dans la maison. Il fait quelques pas dans le salon et la scène qui se dévoile devant lui est à couper le souffle. Il y a du sang partout. Marine est allongée par terre. La première chose qui frappe, c'est l'ampleur de la blessure. Une large entaille au niveau de la trachée. Les coups ont été portés avec une précision effrayante. De nombreuses autres blessures sont visibles, dont plusieurs coupures au poignet. Estanoff se baisse et prend son pouls. Rien. Le corps est déjà froid. Il n'y a plus de vie. Une douleur sourde envahit tout le monde. Ce n'est pas un accident ni un suicide. C'est un meurtre. Estanoff sait immédiatement qu'il doit prévenir les autorités. Le diagnostic est sans appel. Ce crime n'est pas une simple tragédie, c'est un assassinat. Il compose le numéro de la gendarmerie de Hameaux. C'est le docteur Estanoff. Il y a eu probablement un meurtre ici, à la maison des Boisserons. Nous avons besoin d'aide immédiatement. C'est à ce moment-là, aux alentours de 17h30, que les gendarmes arrivent sur place. Ils interdisent l'accès à la maison et commencent à analyser la scène. Tout le monde est désormais dans l'angoisse de l'attente. Le choc est palpable, mais la procédure doit suivre son cours. Marine est retrouvée dans la même position qu'avant, derrière le canapé, son corps encore habillé. Aucune trace d'effraction, aucune trace de lutte. La maison est calme, tout est en ordre. Rien ne manque, à l'exception des téléphones de la victime. Le crime semble avoir été commis sur un coup de tête, et pourtant, un détail étrange se dévoile. Juste à côté du corps, une trace nette laissée sur le sol. C'est le seul indice exploitable sur la scène du crime. Les gendarmes fouillent la maison à la recherche de plus d'indices. Rien. Aucun autre élément tangible ne semble pouvoir les orienter vers un suspect. Les meubles sont intacts, rien n'a été dérangé. Marine n'a pas été tuée dans le cadre d'un cambriolage car rien ne manque dans la maison. Mais un autre élément va attirer l'attention des enquêteurs. L'arme du crime est introuvable. Ils découvrent qu'un couteau manque dans la cuisine des Boisserons. Ce couteau a-t-il été utilisé pour tuer Marine? Où est-il? A-t-il été pris par l'assassin ou est-il tombé dans les oubliettes de l'enquête?
Le mystère s'épaissit, d'autant plus qu'un autre fait étrange va se manifester. L'un des chats de Marine a disparu ce jour-là. Les gendarmes poursuivent leurs investigations en cherchant l'arme du crime, mais les résultats ne sont pas concluants. Les témoins ne se souviennent de rien d'inhabituel. L'enquête continue dans un silence lourd, sans le moindre indice supplémentaire, à part cette empreinte de pas laissée sur la scène du crime. La peur s'installe dans ce village paisible, et les habitants commencent à se poser des questions. Qui a bien pu tuer Marine? Pourquoi? La question demeure sans réponse. Et dans le même temps, Éric Boisseron, son père, vit un véritable cauchemar. Chaque jour, il se lève avec une question qui lui brûle les lèvres. Qui a tué ma fille? Le lendemain de la découverte macabre, l'enquête s'intensifie. Les gendarmes, qui n'ont toujours aucune piste solide, commencent à explorer toutes les possibilités. Très rapidement, un détail inquiétant refait surface, l'absence de traces d'effraction. Tout est en ordre dans la maison, aucune serrure forcée, rien ne semble déranger, sauf la vie de Marine, brutalement arrachée. Les gendarmes éliminent donc la possibilité d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Il n'y a pas eu de bagarre, aucun signe de lutte, ce qui laisse une seule hypothèse plausible. Marine connaissait son agresseur. L'angoisse est palpable dans le village. Un meurtre dans un endroit aussi calme, c'est un choc difficile à digérer. Éric, sa femme et leurs 2 fils sont plongés dans l'horreur. Chaque heure qui passe renforce le sentiment de vide, de colère et de désespoir, mais Éric, bien que dévasté, ne peut pas se permettre de se laisser abattre. Il commence à se poser des questions, et il sait qu'il doit répondre à une question qui le hante. Qui est ce monstre? Qui est-ce qui a pu ôter la vie à sa fille? Les enquêteurs élargissent rapidement leur champ d'investigation. Marine, une étudiante de 20 ans, était appréciée de tous. Elle était calme, discrète, et n'avait aucune histoire. Qui pouvait bien lui en vouloir au point de lui faire du mal? Les premiers entretiens avec ses proches, ses amis, ne révélaient rien de particulier. Marine était aimée de ses camarades, et ses amis décrivent une jeune fille pleine de vie, douce, et qui n'avait aucun conflit apparent. Mais les enquêteurs se rendent rapidement compte que derrière cette façade de calme, un autre visage pourrait se cacher. Le lundi suivant le meurtre, les gendarmes commencent à interroger les élèves du lycée de Marine, cherchant des indices dans la vie sociale de la victime. C'est là qu'un nom revient sur toutes les lèvres. Ludovic Pierrefeu, un ancien petit ami de Marine. Bien que leur relation ait pris fin 3 mois avant la tragédie, il n'a jamais cessé d'être attaché à elle. Des témoins décrivent un Ludovic triste, abattu, perturbé par la rupture. Un garçon sensible qui semblait avoir du mal à tourner la page. Il est interrogé par les enquêteurs. Dans ses premiers échanges, il semble honnête, affable même. Mais au fur et à mesure des questions, ses réponses deviennent plus hésitantes, moins précises. Il déclare avoir passé la journée à la maison, puis à faire du sport, mais il n'arrive pas à préciser l'heure exacte de ses déplacements. Les enquêteurs notent ces incohérences et commencent à se poser des questions. Ludovic est en dehors de son emploi du temps habituel, et ses déclarations, bien que crédibles, semblent manquer de détails cruciaux. Une autre piste commence à se dessiner dans l'enquête. Ludovic connaissait bien la maison des Boisserons. Il y était déjà venu plusieurs fois. Il avait été accueilli chez eux. Il savait comment la porte d'entrée fonctionnait. Il savait que la porte pouvait être fermée si l'on connaissait la technique pour lever la poignée. Un détail qui s'avère inquiétant. Ce n'est pas la porte qui se ferme toute seule, mais celui qui l'a fermée savait parfaitement comment le faire. Et dans cette situation, un soupçon commence à se glisser dans l'esprit des enquêteurs. Et si Ludovic était l'auteur du meurtre? Ludovic Pierrefeu, bien qu'un suspect potentiel, nie toute implication. Il se défend avec vigueur, clamant son innocence à chaque question. Et pourtant, les éléments semblent s'empiler. Il est encore plus perturbant lorsqu'il évoque son emploi du temps, ce 11 octobre. Un flot d'incohérences se dégage, et les enquêteurs sentent qu'ils tiennent là un fil qui pourrait les mener vers la vérité. Le jeune homme passe plusieurs heures en garde à vue, mais au bout de 2 jours, il est relâché, faute de preuves tangibles. Les enquêteurs n'ont toujours pas de preuves matérielles pour l'accuser. Pas de témoins directs, pas de preuves scientifiques pour étayer les soupçons. Ludovic, bien qu'un suspect probable, est libéré. Et l'enquête semble stagner à ce moment-là. Mais un autre rebondissement va avoir lieu quelques mois plus tard, lorsque l'attention des enquêteurs se tourne vers un autre aspect de l'enquête. Un centre de réinsertion situé à proximité de la maison des Boisserons. Ce centre, connu sous le nom de l'Abri, accueille des individus en situation de rupture sociale, y compris d'anciens détenus. L'un des résidents de ce centre, Emmanuel, attire l'attention des enquêteurs. Il est arrivé à l'Abri juste avant le meurtre de Marine, quelques jours à peine. Il a un passé judiciaire, il est connu pour des actes violents, notamment des agressions au couteau. Il est questionné, mais reste vague, comme s'il cachait quelque chose. Une perquisition dans sa chambre va apporter un indice clé,
Une paire de baskets de marque Nike, exactement de la même taille et du même modèle que celle laissée sur la scène de crime. Une trace laissée par le meurtrier, une empreinte si nette qu'elle ne peut être ignorée. Les enquêteurs font une connexion. Emmanuel étant passionné de chats, tout comme Marine. Ce détail ne passe pas inaperçu. Ils savent qu'un chat noir, l'un des animaux de compagnie de Marine, a disparu le jour du meurtre. Il est plausible que Marine, en voyant Emmanuel avec son chat, l'ait invité à entrer et qu'une altercation ait éclaté. Mais à ce moment-là, Emmanuel disparaît soudainement, se volatilise dans la nature. Les gendarmes mettent alors tout en œuvre pour retrouver cet homme. Quelques mois passent et Emmanuel est retrouvé dans la région lyonnaise, caché dans un foyer. Il est arrêté et placé en garde à vue. Le mystère semble enfin se résoudre et les enquêteurs pensent avoir trouvé leur homme. Mais les choses prennent rapidement une tournure étrange. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Emmanuel clame son innocence avec une force déconcertante. Il refuse de parler davantage, mais ses alibis sont loin d'être solides. Alors qu'il est maintenu en détention, les gendarmes poursuivent leurs investigations. Mais l'absence de preuves matérielles contre Emmanuel reste un obstacle. Des éléments troublants viennent se mêler à son dossier, comme des vêtements tachés de sang et des objets suspects retrouvés chez lui. Mais rien ne prouve qu'il ait tué Marine. Engagez-vous dans la conversation. Alors, quel est votre avis? Emmanuel est-il vraiment le meurtrier? Ou existe-t-il une autre piste qui pourrait nous éclairer? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à Crimes Obscurs FR pour découvrir d'autres histoires fascinantes comme celle-ci. La vérité vous attend.